Et bonsoir à tous, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'installe en même temps. Alors déjà en introduction de cette vidéo, je voulais vous dire, petite update sur ma santé. Je vais bien, hein. Je me suis fait récemment mordre par un chien, j'ai partagé ça sur les réseaux. J'ai partagé aussi un bon coup de balai sur les réseaux récemment, en parlant de tous les gens qui font caca en commentaire sous mes vidéos et sous mes posts. Et je vous remercie énormément pour votre accueil, pour votre soutien. C'est important pour moi encore de ressentir ça. Parfois dans la vie, bah oui, on a l'impression, bah ouais, Charlotte, elle a 90 000 abonnés sur YouTube, bah ouais, Charlotte, elle a des gens qui la suivent, ah ouais, Charlotte, machin. Oui, mais sauf qu'en fait, on se rend compte au fil du temps que bah, les gens qui nous suivent et qui sont bienveillants sont souvent ceux qui ne disent rien. Et que ceux qui ne sont pas contents sont souvent ceux qui parlent. Donc en fait, c'est vrai que parfois, on peut connaître une forme d'épuisement intérieur à force de lire sans cesse des attaques plus ou moins frontales, subtiles, dans l'énergie aussi parfois, puisque des fois ce n'est pas écrit, mais on le ressent, comme j'ai pu le ressentir récemment, puisque comme par hasard, je veux dire quand même, dans le dernier live qui datait de dimanche, je partageais pléthore d'exemples au sujet de mes chiens, au sujet d'une morsure, au sujet d'exemples, et comme par hasard, 2 jours après, je me fais mordre. Bon, évidemment, on peut croire au hasard, on peut croire à je sais pas quoi. Moi, personnellement, j'ai senti quelque chose de très plombant suite à ce live. J'ai eu j'ai réceptionné beaucoup de choses, et il y a eu un espèce de bon, maintenant ça suffit en fait. Donc c'est vrai qu'officiellement, maintenant, je le dis, nous ne sommes plus en démocratie. Ça fait longtemps qu'on n'y est plus, sachez-le. Je me permettrai de passer un coup de balai dans ces commentaires et de ne plus accueillir tout simplement ce genre de choses, puisque de toute façon, ça n'a pas sa place. Et il existe des toilettes pour chier tranquillement. Donc, ça, c'était l'introduction de cette vidéo. Et justement, cette vidéo va parler d'un sujet quand même assez essentiel ce soir. Je dis ce soir parce que je suis en train de filmer la vidéo et nous sommes un soir. Mais vous la regarderez peut-être le matin. Alors, cette vidéo, je l'ai intitulée, justement, ça fait longtemps qu'on me le demande, La grande confusion entre contrôle et conscience. Et c'est vrai que j'en ai parlé dans la dernière émission en live sans trop rentrer dans les détails et je vous ai dit, ah, je vous ferai une vidéo plus longue sur le sujet parce que c'est un vaste sujet. Je ne pourrais pas le traiter dans une vidéo puisque autant vous dire que c'est un sujet que je traite en présentiel énormément et avec des personnes que je revois suite à pas mal d'expériences et c'est vrai qu'on passe 5 jours sur le sujet en fait. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est pas pour vous dire de venir en présentiel que je dis ça, hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'étendue et de la vastitude de ce sujet. C'est extrêmement complexe à aborder, c'est extrêmement subtil aussi puisqu'on va voir dans cette vidéo, je l'ai structuré en plusieurs points, vous allez voir. Le premier point que j'aimerais aborder ici déjà pour débuter, c'est qu'est-ce qu'on appelle contrôle en fait. Qu'est-ce que le contrôle? Et on verra notamment aussi juste après qu'est-ce que le contrôle dit spirituel. Parce qu'on va appliquer effectivement cette forme de contrôle à tout le champ de notre vie. Et c'est vrai que quand on ouvre le champ de notre vie à la spiritualité, bah, le contrôle va commencer à s'immiscer dans le champ spirituel. Alors ici, donc, qu'est-ce que le contrôle? Pour moi, le contrôle, ça pourrait se résumer en 2 mots. C'est moi, je. Voilà, déjà. À partir du moment où je fais une action depuis un état intérieur qui décide que moi, je veux ça. Moi, je décide ça. Moi, je cherche ça. Moi, j'aspire à ça. Moi, j'enquête pour ça. À l'instant où il y a l'éloge de ce moi-je qui décide, qui gère, qui guérit, qui cherche, ce moi-je, qui est-il? Ben, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui évidemment est implanté chez bien des êtres, je dirais même chez tout le monde, à différentes mesures, dans différentes mesures, à différentes échelles, et de manière plus ou moins subtile. Puisqu'on va discerner bien sûr un contrôle purement matériel d'un contrôle plus spirituel. Dans la matière, le contrôle, c'est par exemple, bah, moi ce que je veux dans la vie, c'est gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est être chef d'entreprise. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et qui est ce je qui décide que ben, c'est toujours le même en fait. C'est ce qu'on appelle un espace contrôlant. Dans le milieu spirituel, ça va s'exprimer différemment parce que c'est pas les mêmes objectifs. On va vous dire, bah moi, ce que je cherche ici, c'est une solution pour résoudre mon problème. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, c'est être plus conscient. Moi, ce que je veux, c'est développer mes dons subtils. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est développer mon intuition. Mais tout ça, c'est encore des choses que l'on cherche, que l'on veut, que l'on souhaite,
Et c'est toujours le même espace à l'intérieur de nous qui veut, qui cherche et qui enquête. Et en fait, le problème, c'est pas ce que l'on fait. C'est toujours pareil. Et c'est bien ça le point qui est difficile à cerner dans toutes les vidéos que je partage ici, parce que j'en parle à chaque fois. C'est pas tant ce que l'on fait, puisque vous me direz, alors dans ce cas-là, on n'a plus d'intention, on n'a plus d'aspiration, on fait quoi de nos vies alors? Eh bien non, bien sûr qu'on peut avoir une intention, bien sûr qu'on peut avoir une aspiration, bien sûr qu'on peut sentir un élan à aller dans cette direction. Mais il y a une différence entre sentir que moi ce que je veux c'est ça, et ressentir intérieurement comme un flot, un flux qui nous invite et qui nous donne l'élan à faire cela. C'est deux logiques totalement différentes. On va avoir une logique qui va être contrôlante, qui calcule, qui planifie, qui préétablit, et une logique qui est beaucoup plus dans une forme de ressenti, de flot, d'instantanéité. Même si ce ressenti, ce flot, cette instantanéité, peut aussi se traduire par une planification dans un calendrier. Ça, c'est pas nié. Mais à nouveau, c'est pas moi et je qui planifie. C'est on planifie quelque chose, mais ensuite, si la vie nous présente dans l'instant que cette chose-là, finalement, elle n'a pas lieu, c'est pas grave, ça sera autrement. Quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui planifie, et si ce qui, elle ou lui, a planifié n'a pas lieu ou n'est pas comme ce qu'elle avait ou il avait prévu, là, il y a un problème. Alors que quelqu'un qui planifie en laissant totalement la vie faire son œuvre, on n'a pas dit qu'il fallait pas planifier, on n'a pas dit qu'il fallait pas avoir une direction dans la vie, on n'a pas dit qu'il fallait pas avoir une intention, mais ici il y a une différence entre quelqu'un qui a une intention, une direction, une aspiration ou une planification, et qui tient cela comme si c'était vraiment le plus important, et quelqu'un qui juste naturellement va avoir ce dessin devant lui, mais qui va ensuite laisser la vie peut-être lui proposer une autre direction. Finalement, le contrôle, moi, pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, je prends souvent la métaphore d'un parent. Donc en fait, si vous êtes parent, c'est encore plus facile à comprendre. Si vous n'êtes pas parent, essayez d'imaginer. Vous êtes parent aujourd'hui, vous avez des enfants. C'est très visible chez les parents le contrôle, sachez-le, puisque souvent un parent contrôlant, c'est un parent qui va passer son temps à regarder, à épier tous les moindres faits et gestes de ses enfants. Alors là, à telle heure, faut que tu fasses ça. Là, attends, il a mangé, il a pas mangé, qu'est-ce qui se passe? Tata, tata, tata. On épie les enfants, notamment quand ils deviennent adolescents. Je veux dire, on est là, derrière leurs fesses, à essayer de vous regarder le moindre fait et geste, et là, machin, et trucs. Finalement, on les contrôle. Et on est là, comme ça, on n'est pas en train de les élever, et de laisser passer la vie à travers nous pour qu'elle les élève à travers nous et être cette main tendue qui les élève vers le ciel, on est juste en train de les définir de la manière que l'on veut, comme on souhaite qu'ils deviennent. Finalement, on les peaufine, on les structure, on les flique pour qu'ils deviennent la version que nous voulons qu'ils deviennent. Et c'est à nouveau du contrôle. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant au bout d'un moment s'il a un parent qui passe son temps à le contrôler ? S'il passe son temps, si l'enfant a un parent qui est toujours sur son dos, en train d'épier ses moindres faits et gestes, que va finir par faire l'enfant ? L'enfant, bien évidemment, il est futé. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Toutes les conneries qu'il aimerait bien faire et qu'il n'ose pas faire parce que papa et maman sont toujours en train de le regarder, il va finir par devenir plus malin, plus subtil. Il va commencer à gagner en une forme de subtilité et d'intelligence, il va commencer à trouver des subterfuges et des solutions pour se cacher et faire les choses par derrière. Dit autrement, il va se subtiliser, il va devenir de moins en moins visible. Ça veut dire qu'ici, on va avoir à l'intérieur de nous, à force de nous fliquer intérieurement et de passer notre temps, finalement, à être en train de nous contrôler, les espaces à l'intérieur de nous qui auraient besoin de s'exprimer vont commencer à se dissimuler, vont commencer à se subtiliser, vont commencer finalement à s'effacer temporairement. Mais tout comme un enfant, qu'est-ce qui va se passer un beau jour ? Le jour où le parent est à le regard détourné et où il a lâché le contrôle quelques instants, que fait l'enfant pile poil à ce moment-là ? Mais bien sûr qu'il met les pieds dans le plat et qu'il fait la connerie. Bien sûr. Parce qu'il profite de la microseconde où le parent ne contrôle plus pour pouvoir se dévoiler et faire ce qu'il a à faire et s'offrir et se montrer au monde tel qu'il est. Et dans la spiritualité, c'est exactement ce qui est à l'œuvre en ce moment sur Terre. On est dans une ère de dévoilement, on est dans une ère où les choses sont en train de se dévoiler et de se montrer, puisque de moins en moins on est en capacité de contrôler les choses. Donc dit autrement, on passe notre temps à nous fliquer intérieurement, à fliquer nos moindres émotions, nos moindres faits et gestes. J'entends beaucoup de personnes me parler d'observation de soi et me dire, moi je m'observe. J'observe mes pensées, j'observe mes émotions, j'observe mon corps et je m'observe. Mais je dis souvent, mais excusez-moi, mais pourquoi vous faites ça déjà ?
Pourquoi s'infliger ça? Comme le parent qui observe son enfant. Pourquoi s'infliger une telle horreur? Et d'ailleurs, une deuxième question à se poser, quand je m'observe, déjà il y a deux personnes, il y a je et il y a moi. Donc il y a je qui est en train d'observer moi. Mais dans l'exemple, qui est je et qui est moi? Qu'on comprenne bien, je veux dire. Parce que ce que je dis souvent dans les stages que j'anime, et souvent les gens ont du mal à percuter, donc je comprends que ça puisse être difficile à percuter, puisque souvent dans tous les bouquins de spiritualité du monde entier, on va retrouver, bien sûr, la sacro-sainte observation de soi. Et on va dire que l'observation de soi, c'est la première étape sur le cheminement, avec le développement des qualités de concentration, d'attention et de présence. Bien sûr. Sauf que l'occidental, qui n'est pas du tout un oriental, a traduit l'observation de soi par un contrôle de soi. Et finalement, c'est devenu un gros bourreau masochiste horrible, un espèce de juge intérieur qui passe son temps comme, finalement, imaginez une prison avec une tour de contrôle. L'occidental, c'est devenu le mec qui est dans la tour de contrôle. Donc il est dans la tour de contrôle de la prison, et dès qu'il y en a un qui bouge dans la prison, pouf, il observe. Mais ici, c'est pas la conscience qui est en train d'observer. C'est un petit personnage contrôlant, qu'on appelle le contrôleur, qui est en train d'observer toute la cour de récré. Et dans la cour de récré, on retrouve tous les autres petits personnages. Mais c'est dans aucun cas la présence qui est en train d'être le témoin de ce bordel. C'est bien plus un personnage contrôlant qui est là en train de fliquer les moindres faits et gestes des espaces qui sont à l'intérieur de nous. Sauf qu'à terme, à l'instar d'un enfant qu'on viendrait fliquer en permanence, qu'est-ce qui se passe à force qu'on flique? Eh bien, les espaces à l'intérieur de nous, notamment les petits personnages et l'ego au sens large, qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va finir par se subtiliser, il va finir par développer des stratégies de dissimulation de plus en plus subtiles et de plus en plus rusées. Et qu'est-ce qui va alors se passer dans la vie de cette personne qui du coup contrôle sans s'en rendre compte? Cette personne va commencer à croire, puisque dans les faits c'est ce qui se passe, puisque je contrôle tout, il n'y a plus personne qui ouvre sa bouche. S'il n'y a plus personne qui ouvre sa bouche, je suis en paix. Et donc ici on va retrouver à ce moment-là précis ce qu'on va appeler l'ego spirituel, qui est en fait une forme d'arrogance, issue d'un manque finalement de discernement et de hauteur, issue totalement du contrôle, où la personne va avoir vraiment l'impression, parce que c'est validé dans sa vie est finalement tranquille, il y a de moins en moins de pensées, il y a de moins en moins d'émotions dites négatives comme la colère, puisque la colère, vu qu'on l'observe et qu'on cherche sans cesse à l'arrêter et qu'on la refoule, parce que dans le milieu spirituel on a dit que la colère c'était pas bien, que les gros mots c'était pas bien. Donc on va commencer en plus, et j'en vois beaucoup des comme ça, qui ont un langage très spirituel et très beau. Et vous savez, ce discours de neutralité, ou ce discours de sympathie, ou ce discours compassionnel, qui traduit, mais pas du tout dans l'énergie, cette compassion et cette neutralité. On peut adopter un beau discours spirituel, mais derrière, si l'énergie qui est sous-jacente, elle est contrôlante, on appelle ça un discours contrôlant, qui prend la forme d'un discours spirituel, mais qui n'est en aucun cas en adéquation avec ce qui est en train d'être dit. Et à terme, qu'est-ce qui peut alors se produire? Puisque je commence à avoir un beau discours, puisque j'ai une bonne hygiène de vie, puisque j'ai de moins en moins de pensées, puisque j'ai de moins en moins d'émotions, puisque du coup, j'attire à moi aussi ce que je suis. Donc évidemment, puisque je contrôle, je vais me rapprocher aussi de gens qui sont pareils, et qui vont du coup être aussi dans cet écueil spirituel, et qui vont alors me valider dans cette vision limitée, où finalement je vais côtoyer que des gens qui commencent aussi à être comme moi, et où tous ensemble on va se rassembler dans ce que j'ai appelé dans une vidéo l'Ego Village, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi, j'ai pas dit que c'était le cas de tous ces espaces-là, attention, mais ça peut être le cas, et qui vont finalement renforcer encore plus ma vision, et qui vont encore plus m'enfermer dans une forme de contrôle. Je vais vous citer un exemple personnel, parce que si j'en parle si bien, c'est que je l'ai vécu, ce contrôle dit spirituel. Donc ici, souvent, dans ce milieu spirituel, on entend notamment l'observation de soi, mais on entend aussi beaucoup de choses au sujet de la discipline. Et on explique souvent aux gens, et c'est écrit dans tous les bouquins, l'histoire de la sadhana. L'histoire que les choses, elles vont pas s'installer d'elles-mêmes. On parle souvent des 21 jours, même si aujourd'hui on sait avec la science que c'est complètement du flan, il faut beaucoup plus que 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude, mais on parle souvent d'une logique de répétition. En yoga notamment, on va vous parler de la sadhana. Moi, il y a 10 ans en arrière, je suis devenue prof de yoga. Donc j'ai découvert le yoga en Inde, je voulais pas devenir enseigner le yoga, c'est la vie qui m'a amenée à l'enseigner. Toujours est-il que quand j'ai découvert le yoga, qu'est-ce qui s'est alors produit? Le yoga est devenu une pratique
Au début, quand je l'ai découverte, j'avais beaucoup de problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes corporels, des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels. J'étais franchement quelqu'un d'assez éclaté émotionnellement, énergétiquement et mentalement. Et physiquement. Donc j'avais beaucoup de soucis, et quand j'ai découvert le yoga, en fait, en le pratiquant, je me suis rendu compte que j'allais de mieux en mieux. Au plus je pratiquais le yoga, au mieux je me sentais. Donc au début, c'était parti d'un espace totalement incontrôlant, puisque j'ai découvert le yoga par hasard. La vie m'y a amené par un flot de synchronicité tout à fait remarquable. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué avec le temps qu'au plus je faisais du yoga, au mieux je me sentais. Un espace contrôlant est arrivé. Alors, cet espace contrôlant, comment s'est-il manifesté ? Il s'est manifesté de la manière suivante. Quand je fais du yoga, je me sens mieux. On va faire un raccourci. Le yoga permet de se sentir mieux. Ça veut dire qu'ici, le yoga était devenu finalement une bouée qui, à chaque fois que je me sentais mal, me permettait d'être mieux. Sauf que ça, c'est hyper contrôlant. Parce que quand la vie, elle te propose de pas être bien, c'est ce que la vie, elle propose. La vie ne te propose pas là dans l'instant d'aller mieux. Elle te propose d'expérimenter une phase inconfortable. Si à chaque fois que la vie te propose quelque chose d'inconfortable, tu viens tout de suite trouver une solution pour être dans le confort, tu rentres en résistance avec la vie. Et j'en parle très souvent de cette résistance et du fait de nager à contre-courant. Et ça, c'est du contrôle. Parce qu'au moment où je vais pas bien, vite, arrive le contrôle. Pourquoi on contrôle ? On contrôle tout simplement parce que le contrôle assure notre survie. Le contrôle est un réflexe inhérent, présent chez tous, sachez-le, même si vous avez l'impression de ne pas contrôler, sachez que c'est une vaste impression. Le contrôle est présent chez tous, puisque le contrôle fait partie d'un réflexe de survie qui permet d'assurer notre survie. En vérité, à chaque fois que je suis face à une situation ou à un événement dans lequel j'ai une peur, dans lequel je suis inconfortable ou un événement totalement inconnu, le premier réflexe va être de contrôler pour assurer ma survie. Puisque tout ce qui est inconfortable ou inconnu peut être dangereux. Et donc c'est un réflexe, le contrôle. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que c'est pas du tout une insulte de dire à quelqu'un qui contrôle. C'est un principe même qui est inhérent à notre propre survie. C'est comme si quand on venait s'incarner sur une planète comme la planète Terre, qui est une planète école, heureusement, on s'incarne avec un programme de survie. Vous pouvez pas vous incarner sur une planète de fous sans bouclier. Donc, évidemment, on a l'ego qui est là comme bouclier, comme garant de notre survie, mais on a aussi pléthore de stratégies de contrôle. Et nous avons même, et j'en parlerai dans de prochaines vidéos, des réflexes totalement installés à travers nous, qui sont des réflexes de survie, et qui se déclenchent tout seuls à travers nous. On ne peut pas dire, tiens, là, volontairement, je vais contrôler ma vie. Non, ça contrôle tout seul, en fait. Parce que c'est un réflexe de survie. C'est un réflexe qui permet d'assurer notre survie et qui nous permet de finalement, grâce au contrôle, de revenir dans une zone de sécurité, dans une zone confortable, dans un espace dans lequel on se sent bien. Et c'est inhérent à toutes les créations incarnées sur cette planète. Si vous prenez un animal et que vous le mettez dans des conditions désastreuses, horribles, l'animal, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est en sortir. C'est inhérent à toutes les espèces incarnées sur cette planète. Donc ici, c'est comme s'il y avait un programme, parce que c'est véritablement ça, le contrôle, c'est un programme qui est installé à travers nous. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien aujourd'hui que notre survie n'est pas menacée quand je suis face à une situation où j'ai mal à la tête, ou ma survie n'est pas menacée quand je parle en public. Or, des stratégies contrôlantes se développent toutes seules à travers moi parce que je se sens menacé. Et cet espace du jeu qui se sent menacé, c'est toujours le même. C'est cette illusion de moi qui croit être un petit jeu limité, qui se sent menacé et qui du coup va développer des stratégies de contrôle pour survivre. Et ici, dans mon exemple, du coup, moi, à chaque fois que j'avais un problème de santé, à chaque fois que je sentais que j'avais une agitation dans mes pensées, à chaque fois que je sentais que j'étais sous l'emprise de certaines émotions, j'avais identifié ça à l'époque comme une menace. Et du coup, instantanément, il y avait une stratégie de contrôle qui se dessinait. Et chez moi, l'objet du contrôle, c'était devenu le yoga. Donc à chaque fois que j'allais mal, je pratiquais le yoga. Sauf que j'ai complètement oublié avec le temps que j'avais fini par pratiquer le yoga comme pour finalement mettre un couvercle sur mon problème. Parce que finalement, en pratiquant le yoga, le problème, c'était comme une marmite qui est portée à ébullition, et à chaque fois que ça a commencé à bouillir trop fort, je mettais un couvercle. En pratiquant le yoga. Et j'étais très loin de m'imaginer alors que c'était du contrôle. Parce qu'en plus, dans toutes ces formations, on vous dit il faut pratiquer tous les jours. Et il y a une forme de répétition pour installer de nouveaux programmes à travers nous. Et ça, c'est pas nié. Mais il y a une différence entre répétition, sadhana, et contrôle.
Comment se rendre compte et comment je me suis alors rendu compte de tout ça? Ben, c'est tout simplement ici. Donc, j'ai commencé à rentrer dans une logique de contrôle avec le yoga. À terme, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que j'avais un problème, je pratiquais le yoga. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Bah, du coup, j'avais de moins en moins de problèmes. Les problèmes ont commencé à moins s'exprimer à travers moi puisque je les fliquais. Dès qu'il y en avait un, je faisais du yoga. J'observais tout en plus, j'étais devenue une machine. J'observais mes pensées, j'observais mes émotions, j'observais mon corps. Dès qu'il y avait quelque chose qui bougeait, yoga, méditation, pranayama, mantra. Une vraie prison, quoi, le truc. C'était devenu un camp militaire. Un beau jour, pas fait comme un autre. La vie a conspiré, puisque la vie finira toujours pas conspirer. Charlotte s'est pété un truc. Je sais plus quoi encore, une connerie. Bon là, c'est une morsure, et puis avant, c'était je sais pas quoi. Je me pète un truc. Au moment où je me pète le truc, je me dis, mais merde, j'ai pu pouvoir faire mon yoga. Au moment où la vie conspire, c'est-à-dire où le parent ne peut plus contrôler l'enfant, parce que c'est ça en fait qui se passe. Là, je pouvais plus contrôler, je pouvais plus utiliser ma boîte de sauvetage yoga, puisque je ne pouvais plus bouger. Au moment où le yoga s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est alors passé? Tous les petits personnages que j'avais bien mis sous couvert, ils sont remontés à la surface. J'ai commencé à avoir plein de pensées, j'ai commencé à avoir plein d'émotions, j'ai commencé à avoir des douleurs qui sont réapparues, et tout ça est remonté à la surface. Et c'est là où j'ai percuté la différence entre contrôle et conscience. Puisqu'ici, on n'a jamais dit qu'il fallait pas répéter, on n'a jamais dit qu'il fallait pas s'observer, on n'a jamais dit tout ça. Mais il y a une différence entre la véritable sadhana, la véritable observation de soi et le contrôle. Mais le problème ici, c'est qu'on chemine sur un fil de rasoir et que ce n'est pas du tout facile de s'en rendre compte. Surtout quand on est entouré, et c'est très populaire, sachez-le, de gens qui contrôlent. Donc, ici, une petite astuce pour s'en rendre compte. Sachez que déjà, comment se rendre compte que je contrôle? Bah, c'est simple. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je dis souvent, d'ailleurs, à toutes les personnes que j'accompagne, quand on est dans une logique de répétition, d'apprentissage et de sadhana, c'est bien gentil, mais on ne fait pas ça toute l'année. Un enfant, quand il est à l'école, il n'apprend pas par cœur les tables de multiplication toute l'année. Il y a des temps d'apprentissage et des temps de récré. Il y a des temps à l'école et il y a des temps de vacances. Donc ici, pour pouvoir justement être dans une logique beaucoup plus de lâcher prise, ce qui compte ici, c'est déjà de se dire, ok, j'aspire effectivement à aller dans cette direction de conscience, mais j'ai bien conscience aussi en même temps que si j'en fais trop, ça va vite devenir du contrôle. Et finalement, je vois tellement de personnes qui, dès qu'il y a une pensée négative, vont mettre un truc positif par-dessus. Encore du contrôle. Donc ici, ce que je conseille toujours, c'est vous faites de la pratique, vous faites une sadhana, vous répétez vos petits rituels, il n'y a pas de problème. Déjà, essayez de le répéter pas tous les jours à la même heure. Déjà, c'est déjà bien. De sortir de cette routine, de sortir de ce cadre. Parce que le contrôle, c'est le cadre, en fait. Déjà, dans sa vie quotidienne, déjà sortir un peu du cadre. Apprendre à manger quand j'ai faim et non pas quand c'est l'heure. Apprendre à, faire mes pratiques quand j'en ai envie et pas quand il faut que je le fasse entre 7 et 8 heures. Apprendre finalement à laisser aussi la vie nous insuffler le mouvement et pas que décider par soi-même, d'accord? Déjà juste par des petites choses dans sa vie quotidienne. Apprendre à pas se forcer à faire du ménage, mais à laisser peut-être l'envie de faire le ménage apparaître d'elle-même, puisque je vous assure qu'elle apparaît tôt ou tard. Ici, on est tellement contrôlant avec tout qu'on ne laisse plus la vie nous proposer le moment en nous donnant l'élan et en nous disant, bah là tu vois c'est le bon moment pour faire la vaisselle. Bah là, tu vois, c'est le bon moment pour aller parler à ton fils ou aller lui raconter une histoire. Bah là, tu vois, c'est le bon moment pour répondre à tes mails. Là, tu vois, c'est le bon moment pour appeler ta mère. Tu vois? Ici, déjà, juste dans sa vie quotidienne, essayez de sortir d'un cadre. C'est déjà ça. Laisser l'inconnu réapparaître. Comment se rendre compte qu'on contrôle? Je dis souvent, c'est simple. Dans une vie quotidienne contrôlante, c'est tous les jours la même chose. Aux mêmes horaires. C'est timé, c'est millimétré, c'est toujours pareil. Ça, si c'est toujours pareil, sachez qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des structures très contrôlantes en dessous. Parce que la vie est impermanente. Donc la vie, je suis pas en train de dire qu'ici il faut pas un quotidien, qu'on a des horaires de boulot. Il y a des gens qui commencent à 8h, ils finissent à 17h tous les jours. Donc ça, c'est pas nié. Mais entre 8h et 17h, quand tu es au boulot, t'es pas obligé de faire la même chose tout le temps. Et quand tu finis à 17h, t'es pas obligé de faire la même chose tout le temps. J'avais une amie comme ça, elle faisait son calendrier des repas par semaine. Et tous les lundis, elle mangeait tous les jours la même chose. Et tous les mardis, elle mangeait tous les jours les mêmes choses. Et à midi, c'était l'heure de manger. Et à 13h, c'était l'heure... Enfin, mais horrible, je veux dire. Déjà, rien que ça. Déjà, se rendre compte. Ensuite, si je me rends compte que j'ai toutes ces structures contrôlantes, commencer progressivement à sortir de ces obligations, de ces carcans, et peut-être à remettre un petit peu d'égaiement, de laisser un peu plus la vie nous faire des propositions. Comment je me rends compte que je contrôle? C'est qu'il n'y a plus de propositions. J'ai une vie qui est
J'ai souvent le contrôle mène à un assèchement, à une avidité. Au bout d'un moment, je me sens toujours vide. Ce n'est jamais assez. Sachez que si vous avez cette sensation de toujours vous sentir vide, que c'est jamais assez, que c'est jamais assez bien, que c'est jamais comme vous voudriez, sachez que c'est forcément du contrôle derrière. Parce que celui qui cherche toujours plus, c'est le contrôle. Et ça mène forcément à une forme de sécheresse. J'avais un stagiaire qui une fois m'avait dit comme ça, mais tu sais, moi dans ma vie c'est toujours l'hiver. Il se passe jamais rien. Ça, ce sont des structures très contrôlantes, à nouveau. Donc ça mène à une forme finalement de manque de sens. Le contrôle mène à une sécheresse intérieure, à une avidité intérieure. Finalement, ça nous mène aussi à une forme de manque de joie, manque de créativité, manque d'élan. Quand il n'y a plus de sens, quand il n'y a plus d'élan, quand il n'y a plus de joie, c'est que forcément derrière, il y a du contrôle. C'est imparable, en fait. C'est obligatoire. Donc déjà, se rendre compte du contrôle, ça passe par ça, déjà, par juste regarder sa vie, en fait. Ensuite, se rendre compte du contrôle, c'est aussi regarder son corps. Parce que le contrôle se traduit beaucoup dans le corps physique. Et je dis souvent d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans le milieu spirituel, on vous invite jamais à regarder vos corps. Parce que je pense que si on invitait les gens à regarder un peu plus leur corps, ça ferait longtemps qu'il y en a plus d'un qui serait descendu de son perchoir. Parce que le contrôle se traduit beaucoup dans le corps physique. Ça se traduit par de la rigidité corporelle. Ça se traduit par la tension, la compression, des formes vraiment de contraction. On a toujours les épaules qui sont relevées, on a toujours les fesses qui sont serrées, on a toujours finalement le rythme cardiaque qui est très rapide, une respiration très saccadée. Ça c'est évident que le corps physique ne ment pas. Hein. Donc si vous sentez que dans votre corps physique c'est toujours un peu raide, c'est toujours un peu tendu, il serait peut-être temps de péter un coup. Voilà. Donc je dis souvent activité thermodynamique, on remet le corps en mouvement, on fait des activités qui vont permettre ici de remettre le corps en mouvement et de pouvoir ensuite s'étirer et laisser le corps un peu redescendre en fait. Il y a également une autre façon de se rendre compte qu'on contrôle, c'est que ici c'est plus mental et plus psychique, c'est qu'on est dans une forme véritablement de flicage intérieur. Et ça c'est très typique du contrôle. On est toujours en train de se fliquer. Alors là, qu'est-ce que je ressens? Là, il a dit ça, ça veut dire ça. Oh, là, si elle a dit ça et qu'elle m'a regardé comme ça veut dire ça. La supra-analyse, le supra-mental. Je suis sûre que plein de gens se reconnaîtront là-dedans. Toujours ne pas être dans la vie, mais être dans une interprétation et une suranalyse de la vie. Oh, s'il a dit ça, ça veut dire que là, j'ai fait ça. Et là, du coup, il pense comme ça. Et aussi, mentalement, on se rend compte, parce qu'on est toujours en train de planifier, de calculer, d'organiser. Et c'est quelque chose, c'est le mal du XXIe siècle, et notamment des parents qui ont des enfants, et pour qui leur vie, finalement, pourquoi ça devient chiant d'avoir des enfants, finalement, sur cette planète, c'est que l'enfant, ça te fait rentrer dans une forme de contrôle, où le gamin, faut qu'il mange tous les jours à la même heure, parce qu'on a dit que dans l'éducation positive de Duchemol et de Steiner, Bidel-Chouette, c'était comme ça qu'il fallait faire, et on rentre dans des rigidités intérieures, où finalement, on devient esclave de ses propres enfants, esclave de sa propre vie. Je veux dire, on a déjà assez de contraintes comme ça, parfois professionnellement, parfois familialement. C'est pas pour s'en rajouter encore en plus, dans une forme finalement de flicage intérieur et de supra-organisation où finalement on devient des machines. Si vous avez l'impression de devenir une machine et d'être toujours en mode roboland, sachez que c'est forcément du contrôle. Voilà. Comment on sort de tout ça? Mais en fait, juste on arrête. On se relâche. La vie n'est pas un long bâton de merde dont on suce un petit bout tous les jours. En fait, ici, à l'instant où on se relâche corporellement, ça passe par un relâchement corporel, la vie vient passer à travers nous avec un courant fabuleux d'énergie. Et cette énergie nous donne un élan qui est colossal pour arpenter et pour faire tout ce que nous avons à faire. Parce que c'est pas nier, la vaisselle, elle va pas se nettoyer toute seule. Hein. Et la maison, elle va pas se ranger du jour au lendemain. Hein. C'est pas « Ah, trop bien, c'est fait !» Bah non. Et c'est pas non plus du jour au lendemain qu'on va développer des capacités de concentration et d'ajustement intérieur pour apprendre à se recentrer. Bien sûr qu'il faudra le pratiquer, évidemment. Mais c'est pas en contrôlant tout ça que ça va nous mener quelque part. Donc ici, voilà un petit peu la grosse nuance entre contrôle et conscience. Ici, au fur et à mesure qu'on commence à péter un coup finalement, on va commencer à se rendre compte que cette conscience, que cette présence-là qui passe à travers nous, quand elle passe à travers nous, c'est plus je, moi, qui décide de, ou qui fait ça, ou qui veut ça. C'est la vie qui passe et qui insuffle un mouvement qui nous propose de, qui nous permet de, qui nous autorise à,
qui nous inspire à. C'est un flux, c'est quelque chose qui nous porte. Et c'est là où on peut vraiment dépasser les montagnes et faire des choses qui sont alignées avec le sens de ce que nous sommes venus incarner. Et où la vie prend tout son sens. Donc ici, sachez que toute crise de sens vient forcément du contrôle. Il peut y avoir d'autres adjuvants autour, mais il y a forcément une base contrôlante. Toutes les sensations de sécheresse intérieure, de pilotage automatique, de j'en peux plus, je pète un plomb, c'est forcément du contrôle derrière. Il y a évidemment d'autres choses qui viennent s'imbriquer, mais nous sommes devenus des pilotes de notre vie. Et nous ne sommes pas en train de vivre la vie, nous sommes en train de contrôler la vie. Et c'est quelque chose de très, très, très présent sous couvert de spiritualité et d'amour. Voilà. Donc ici, bon courage à vous par rapport à tout ça. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose dans tout ce que je voulais vous dire ce soir, enfin ensemble aujourd'hui. Et oui, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi est-ce si difficile de lâcher le contrôle finalement ? Tout simplement parce que lâcher le contrôle veut dire, et c'est vraiment le dernier point sur lequel je finirai là cette vidéo, et c'est le plus important finalement, pourquoi on a tant de mal à lâcher ce contrôle ? Parce que si on lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qui se passe alors ? On n'en sait rien en fait. Qu'est-ce qui peut se passer ? Mais tout et n'importe quoi. Si j'arrête de contrôler mes émotions, qu'est-ce qui peut se passer ? Je peux avoir une immense colère qui sort à la surface. Je peux même devenir hystérique. Je pourrais même taper quelqu'un d'ailleurs. Je pourrais même le traiter de connard. Et si je lâche mon contrôle mental sur toutes mes pensées, je pourrais peut-être mourir d'angoisse. Je pourrais peut-être me faire complètement déborder par tout ça. Je pourrais même devenir fou. Et si je lâche mon contrôle alimentaire, je pourrais devenir obèse. Et si je lâche mon contrôle avec les membres de ma famille, ou avec mon conjoint, ou avec mes enfants, je pourrais peut-être être rejetée par tout le monde. Parce que si les gens me voient tel que je suis vraiment, peut-être qu'ils m'aimeront plus. Peut-être qu'ils vont me rejeter, peut-être qu'ils vont me mettre de côté, peut-être qu'ils vont m'abandonner, peut-être qu'en fait je vais être humiliée, peut-être qu'en fait tout le monde va ricaner. Et peut-être qu'en fait si je lâche le contrôle, les gens vont se rendre compte, c'est beaucoup le regard d'autrui qui est derrière, sachez-le. Les gens vont se rendre compte que je ne suis pas aussi parfait que ce que je prétendais l'être. Et si je lâche le contrôle, j'offre et je montre mon humanité aux autres. Et être un humain sur cette planète, au milieu de différentes croyances, matérielles ou spirituelles, en top one des croyances spirituelles, c'est quand même de dire être en paix, c'est être conscient. Désolé, mais quand on lâche le contrôle, on n'est pas en paix en fait. Pas du tout. Tu n'as jamais été si peu en paix. Parce que quand tu lâches le contrôle, t'es pas en paix toute la journée. Si t'es en paix toute la journée, désolé de le dire, mais il y a deux options. Soit t'es éveillé, ce qui est quand même un cas très rare sur cette planète, soit tu contrôles, ce qui est un cas beaucoup plus courant. Donc ici, je dis souvent, les périodes de remous, les hauts et les bas ne traduisent pas forcément un manque de conscience, mais bien au contraire. Les hauts et les bas traduisent souvent une personne qui est en train de s'ouvrir à la vie, qui est en train finalement de relâcher son contrôle intérieur et qui autorise enfin la vie à lui montrer par l'exemple et par la matière l'impermanence de son principe même. Et c'est là où on développe la conscience, c'est au cœur de cette impermanence. Parce qu'au cœur de cette impermanence et des hauts et des bas, la conscience c'est quoi ? C'est avoir la capacité, peu importe les hauts et les bas que la vie me propose, avoir cette capacité à me redresser au cœur de tout ça. Voilà ce qu'est la conscience. Finalement, si je finalise la métaphore de l'enfant avec le parent conscient, c'est un parent qui laisse finalement l'enfant, qui l'élève et qui laisse l'enfant faire ses propres choix, qui bien sûr est là pour aiguiller, pour soutenir, pour élever, mais qui au moment où l'enfant va tomber, où l'enfant va faire une bêtise, le parent sera là au bon moment. Et c'est là où il va intervenir. C'est là où la conscience se dévoile. Elle se dévoile quand l'enfant est tombé, pas avant qu'il tombe. Dit autrement, c'est quand on s'ouvre enfin à la possibilité de tomber qu'une main se tend pour nous relever. Et cette main, c'est la main de la conscience. Voilà. Donc, bon courage à tous sur ce cheminement. J'espère que cette vidéo aura pu être utile pour vous permettre un petit peu d'éclairer et déjà d'avoir une introduction sur le sujet, parce que c'est un vaste sujet, mais au moins d'y voir un peu plus clair sur vous-même et peut-être sentir « Ah ouais, merde, en fait, je m'en rendais peut-être pas compte, mais si !» Ou au contraire, tiens, je me rends compte que finalement, je pensais être et finalement non.
Donc je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce contenu avec les personnes pour lesquelles vous semblerait ça utile d'entendre peut-être. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sachez que sur cette chaîne, j'aimerais bien prochainement installer quelque chose de nouveau. Je vous en parle prochainement. Gros bisous.